actuelle et peut-être aussi de la recentrer sur les rapports entre la France et l'Algérie aujourd'hui. On a beaucoup parlé de façon, c'est une commémoration de des événements d'il y a plus de 60 ans et du travail aussi qui a été fait jusqu'ici. Et peut-être qu'il y a un élément plus contemporain ici à amener. Je vais donc articuler ce dernier panel en deux parties. Le premier, c'est d'abord de demander à mes trois intervenantes et intervenants euh, d'évoquer un des éléments qui les a particulièrement frappés, touchés, fait réagir durant ces deux journées, avant d'orienter dans un deuxième temps le débat et la discussion autour de ces passerelles et ces nouvelles passerelles. De quelles passerelles parle-t-on et dans quelle direction veut-on les conduire et les orienter? Enfin, dernier aspect, dernier point, qui est un point d'ordre, un point formel. Nous devions accueillir en début de session Madame la maire de Genève, Madame Frédérique Perler. Elle arrivait avec un peu de retard. Donc, vous me permettrez, vu son timing, d'interrompre à un moment donné notre discussion pour un message des autorités. Si vous me le permettez, ça casserait un tout petit peu la dynamique, mais enfin, on essaye aussi de pouvoir intégrer le calendrier, le planning de Madame la maire. Voilà, je vais tout de suite commencer avec Asni Abidi et la question que j'ai posée à la fois à Nicolas Bancel et Sarah Dekish. Asni, quel est l'élément qui t'a particulièrement frappé durant ces deux journées de débat et de discussion? Merci Frédéric. Il y a plusieurs éléments qui frappent durant ces deux journées, mais disons que je vais un petit peu me tourner vers l'avenir en se basant sur ce qui a été fait, écrit par certains historiens et ce qu'on a entendu durant ces deux journées. Le grand historien Charles Robert Agirand, pardon, en 1992, écrivait un court texte, en disant que finalement, si je veux faire le résumé, et je partage d'ailleurs en se basant sur les conclusions de ces deux journées, il disait que si on veut résumer finalement la valeur ajoutée de ces accords d'Évian, il disait qu'il y a deux éléments essentiels. Le premier élément, selon Agirand, c'est finalement arriver à un cessez-le-feu et probablement arriver à la construction ou l'avènement d'une République algérienne indépendante. Il dit cet objectif est largement rempli. Je reviendrai après pour dire finalement, puisque dans ta question tu parles des rapports entre la France et l'Algérie, le deuxième objectif, à mon avis, qui est très important et qui est très critique et compliqué, et on l'a bien ressenti surtout aujourd'hui, il dit la paix, la réconciliation entre les composantes de la société algérienne et française, en quelque sorte l'Algérie française. Le deuxième objectif, malheureusement, on ne l'a pas rempli. On a échoué puisque nous sommes loin. On peut l'appeler paix mémorielle, on peut l'appeler réconciliation mémoriale. Vous savez que la mémoire, elle est active, elle n'est pas statique. Et donc, il est très difficile de dire que la mémoire, on peut trouver une mémoire en quelque sorte commune, c'est aussi écraser les autres mémoires. On a échoué sur le deuxième point. Pourquoi on a échoué? Parce qu'il me semble que finalement, si on veut avancer sur la question de la mémoire, il faut même exiger la restitution des faits historiques. Il faut d'abord des faits historiques, et ensuite on peut en parler bien sûr de la construction ou l'apaisement de ces mémoires. Mais on sait en quelque sorte, et là on a bien vu la force de ces témoignages, et chacun a sa propre finalement mémoire, chaque intervenant, chaque témoignage presque forge une mémoire propre à lui. De mon point de vue comme politiste, il n'appartient pas à l'État de faire ce travail de mémoire. Ce n'est pas son travail. L'État, il ne doit pas faire ce travail. Il n'appartient pas à un pouvoir politique quelconque de dire la vérité sur l'histoire. C'est le travail des historiens. On a terminé la séance précédente pour dire qu'il y a beaucoup de travail. Moi, je me félicite. Et même, vous savez, les avancées qui sont timides sont importantes. En ce moment même en Algérie, un grand sociologue, Dahoud Gerbel, que vous ne connaissez peut-être pas, certains le connaissent, a fait un livre magnifique, deuxième tome, les témoignages d'un homme clé des accords d'Évian, mais aussi de l'histoire de la libération de l'Algérie, qui s'appelle Lakhdar Ben Toubal. Et Lakhdar Ben Toubal livre un témoignage extraordinaire avec la condition, bien sûr, de ne publier ce livre qu'après sa mort. Et ce livre regorge
de documents. J'ai été à Alger à la sortie du premier tome et la libraire nous disait vite, vite, achetez-le parce qu'on dit que le pouvoir algérien va censurer, ne va pas laisser ce tome. Eh ben non, le livre est toujours en vente. Il est même, c'est-à-dire, il est en rupture de stock de ce livre-là. Et le deuxième vient de sortir et je vous invite d'ailleurs à lire le compte-rendu de ce livre sur l'Akhdar Ben Toubal. Donc il y a un travail, certes timide, qui se fait en Algérie sur l'histoire. Et moi aussi, j'appelle à ce que les autorités algériennes fassent un effort en matière d'accès aux archives et de soutenir les historiens, les jeunes historiens, les doctorants, pour justement nous éclairer sur plusieurs pages de l'histoire de ce pays. Je termine par dire que c'est vrai qu'il y a une avancée du côté français. Oui, il y a une avancée du côté français. Les Français disaient toujours qu'on attendait la même commission Benjamin Stora du côté algérien. Ça n'a pas été le cas. Il faut absolument travailler de côté français puisque Benjamin Stora désormais parle d'un travail franco-français, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que la France regarde son histoire de près, sans attendre à ce que l'autre aussi fasse. Ce n'est pas une réciprocité dans l'histoire, c'est une responsabilité individuelle, une responsabilité publique. Je termine par dire aussi un mot concernant cette question, c'est lier l'avancement dans la question de la mémoire aux relations politiques. Est-ce que finalement les relations politiques entre les deux États, puisque notre agirant nous dit que nous avons réussi le premier objectif, nous avons 2 relations avec 2 États, et les accords d'Évian, c'est le seul accord, finalement, grand accord, qui résiste depuis 1962. C'est vrai que l'Algérie et la France étaient en guerre, mais ils ne sont pas rentrés en conflit, en tout cas par armée, depuis 1962. Ça veut dire que les accords d'Évian, c'est un bien commun. Il faut les préserver. Mais attention, le risque de politiser la mémoire ou l'histoire est énorme. Et c'est pourquoi je dirais, laissons cette mémoire avancer à son propre rythme, parce qu'il s'agit des parcours individuels, des histoires singulières, mais aux États de faire leur travail, de faciliter justement le travail de mémoire des historiens, et d'œuvrer pour que les relations entre ces 2 États, qui constituent les 2 cadres finalement institutionnels et politiques, pour que le travail de la mémoire puisse terminer. Je termine par une citation bien sûr d'un autre politiste, de Raymond Aron, à qui on a demandé ce qu'il pensait des accords d'Évian. C'est curieux, n'est-ce pas, de demander à un politiste, un grand monsieur comme Raymond Aron, qui n'est pas du tout historien, son point de vue sur les accords d'Évian. Il a dit « Ce succès n'est pas assuré », en parlant des accords d'Évian, mais l'échec non plus. Voilà. Merci beaucoup, Asni, pour ces propos éclairants et qui amènent à réfléchir. Je profite aussi pour saluer l'arrivée d'un maire de Genève, Mme Frédéric Perler, qui s'excusera dans quelques instants. Asni Abidi, vous avez évoqué pour moi un aspect qui suscite aussi un débat, peut-être que Nicolas Bancel l'évoquera tout à l'heure, c'est au fond la fonction du travail de mémoire. Quel est l'objectif? Est-ce que c'est effectivement ce travail de vérité qu'on donne pour acquis comme un postulat de base? C'est vrai que le travail fait, par exemple, en Afrique du Sud, au moment de la fin de l'apartheid, qui, lui, s'est inscrit très clairement dans une logique de recherche de vérité et aussi, au fond, de justice en même temps, pose les questions du cadre, dans le cadre de cette commémoration. C'est sur ce travail mémoriel que tout État européen fait. La Suisse l'a fait aussi par rapport à sa politique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que c'est là une question qui reste ouverte sur les attentes de ce travail de mémoire. Dans quelle perspective doit-il s'inscrire? Je passe tout de suite la parole à Nicolas Bancel avec la même question posée à Asni Abidi. Pour vous, selon les séances auxquelles vous avez pu assister, qu'est-ce qui vous a particulièrement touché, frappé, et sur laquelle vous voulez réagir? Beaucoup a déjà été dit par mon éminent collègue à ma gauche. Ce qui m'a frappé peut-être le plus violemment, c'est le caractère de catharsis qui reste encore à entreprendre sur cette mémoire, puisque les émotions ont débordé en fait tout au long de ce colloque. C'est tout à fait évident et c'est même très prenant pour nous, spectateurs de ces témoignages, d'entendre ces parcours qui sont empreints de
cette violence presque charnelle de la mémoire. Et cette dimension, eh bien, me confirme dans l'idée que la catharsis sur la guerre d'Algérie n'a pas encore eu lieu. Et qu'il y a une certaine urgence, parce que les témoins sont âgés maintenant, voire très âgés, beaucoup sont morts, et beaucoup n'ont pas été entendus, pour des raisons très diverses, parce qu'on a parlé un peu au cours de ce colloque, parce que d'une part, en Algérie, l'historiographie officielle, disons le récit national officiel, a privilégié un héroïsme guerrier au détriment de toute, je dirais, de toute approche nuancée et critique de ce qui s'est produit pendant la guerre d'Algérie. Et puis en France, on en a aussi parlé parce qu'il y a eu ce déni de l'histoire qui fait que nous nous retrouvons avec, comme le dit Benjamin Stora dans son rapport, un trop-plein d'histoire guerrière en Algérie et puis une espèce de déni, de creux, en tout cas, pour ce qui concerne la France. Donc le premier point, c'est la catharsis. Le deuxième point qui m'a marqué dans les témoignages, je ne vais pas revenir sur les interventions de collègues parce qu'elles sont toutes très intéressantes, mais on sait on connaît ce qu'on connaît sur la guerre d'Algérie. Le deuxième point qui me semble intéressant également, c'est de voir que la guerre d'Algérie, d'une certaine manière, continue à se produire dans les mémoires. Ça m'a beaucoup frappé de voir, dans la séance d'hier où je suis également intervenu, de voir comment chacun, en fait, chaque acteur construit sa propre mémoire au détriment de la vérité, pour dire les choses abruptement, de la vérité historique telle que nous on la connaît. Et c'est comme si, d'une certaine manière, le communautarisme algérien, l'apartheid qui était la norme dans la société algérienne, mais avec toutes ses composantes un peu différentes, évidemment, il n'y avait pas seulement les colons et les Algériens, il y a aussi la question des Juifs dont on a parlé hier, eh bien, comme s'il y avait une réitération en fait, constante en fait, de ces segmentations de la société algérienne. Donc, comme l'a dit Asnia Bibi, ce sera très difficile d'arriver à une mémoire commune, mais je crois qu'effectivement, c'est pas l'idée. C'est pas l'idée. Qu'est-ce qui nous intéresse, nous, dans le travail mémoriel, historien, nous, historiens? Deux dimensions. La première, tout simplement, apprendre des choses, des informations qui nous permettent de construire le fait historique, des choses qu'on ignore. Hein. Par exemple, si on parle de la question de la torture, dont il a été pas beaucoup question pendant ce colloque, eh bien, c'est par les témoignages qu'on l'a appris très tôt, hein, finalement. Dès 1955, on était au courant. Celui qui voulait savoir pouvait très bien s'informer. Et puis, au fur et à mesure que les témoignages se sont accumulés, on a eu une idée de plus en plus précise, hein, comme l'a bien montré Raphaël Branche dans son livre sur le sujet. Donc, il y a la construction du fait historique. Et puis, la mémoire aussi, elle produit une activité, on va dire, sociopolitique, d'une certaine manière. La mémoire, elle engage, d'une certaine manière, les acteurs dans une forme de présentation d'eux-mêmes, de dynamique de groupe. Et on voit bien, d'ailleurs, que pour ce qui concerne la France, on a dit tout à l'heure que ça aurait été difficile d'organiser un tel colloque en France. Je n'en suis pas si sûr, mais ce qui est certain, c'est que les porteurs de mémoire sont très délimités, très opposés les uns avec les autres. Il n'y a qu'à prendre la mesure de l'accueil du rapport Stora, qui est pourtant un rapport évidemment critiqué, mais c'est un rapport très mesuré, très équilibré, autant que faire se peut dans un tel domaine. Le rapport Stora a été attaqué absolument par tout le monde, que ce soit par les associations de rapatriés, que ce soit par des historiens français ou algériens. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose en même temps qui reste totalement explosif et dont on n'épuise pas, on n'arrive pas à épuiser le sens, en fait, tout simplement. Alors, il me semble que cette question mémorielle, enfin l'activité des mémoires et qui donc produit ces oppositions qui se trouvent dans la société française de manière tout à fait évidente, elle a aussi un rôle historique, je dirais, sur la difficulté à faire de l'histoire sur la guerre de l'Algérie. Mais il me semble qu'effectivement, et je conclurai là-dessus,
le travail, le travail des historiens, c'est de s'emparer en fait de cette floraison mémorielle et puis d'essayer simplement de l'incorporer à ce qui fait la richesse de notre connaissance, avec toutes les précautions possibles, parce qu'encore une fois, j'ai entendu des témoignages euh, comme vous pendant ce colloque, et on voit bien que les reconstructions mémorielles, les formes de déni, les formes voilà, d'arrangement avec la vérité sont extrêmement nombreux, mais en même temps, ce sont des témoignages qui restent indispensables et, encore une fois, urgents à écouter. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas Bancel. Et vos propos me font penser au fait que le rôle des historiens, en dehors d'une approche critique sur les archives sur lesquelles vous avez pu vous positionner, amène aussi à réfléchir sur votre position, qui est au fond celle d'un chercheur citoyen. Monsieur Pernoud, qui, dans le cadre de la commission Berger, s'est aussi, au fond, trouvé confronté à un débat public et politique qui amène l'académique à peut-être sortir de sa zone de confort. Et dans le cas présent et dans ce colloque qui est autour de la question de ce travail mémoriel sur la guerre d'Algérie, il y a effectivement cette question qui apparaît, celle du rôle et du positionnement des acteurs qui peuvent vite se trouver disqualifiés ou délégitimés par rapport aux conclusions qui pourtant sont présentées comme objectives et critiques et qui montrent la difficulté de réception dans le débat politique, en l'occurrence peut-être ici français. J'en viens maintenant à Sarah Dekish pour ce dernier premier tour de table. Comme présidente de l'association Chevalnar, comment avez-vous, quels sont les éléments qui vous ont apparu comme particulièrement touchants, amenant aussi à alimenter votre propre réflexion sur votre parcours, votre propre histoire? Qu'en avez-vous pensé au fond de votre colloque? Très difficile de faire son autocritique, mais ce colloque, bon, alors déjà, est aussi impossible de m'arrêter sur un volet. Toutes les sessions ont eu leur importance. Je crois qu'il n'y avait rien de trop. Toutes les sessions ont eu leur puissance. Je crois que c'était riche en émotions aussi. Voilà, et puis essayer de résumer ça, ce serait prendre le risque de les massacrer. Donc je ne m'aventurerai pas là-dedans. D'un côté, les historiens et les historiennes qui ont livré avec précision les faits, une partie des faits, et on a mis en lumière, surtout hier, le rôle de la Suisse et le rôle des Suisses ou des citoyens en Suisse, qui restent méconnus. Et ceux qui ont témoigné, ce qui me frappe, et je pense que c'est ça qui a fait le succès de ce colloque, et c'est aussi ce qui a fait qu'en fait on a pu le mettre sur pied, c'est que les gens ont été prêts à venir. Et je pense que ça, effectivement, le fait d'être prêt à intervenir, le fait d'être prêt à répondre à l'appel, à témoigner, je pense, témoigne d'un besoin. Tout à l'heure, je crois que c'est Dalila qui a dit qu'elle parlait du ventre. Effectivement, je pense que ces gens-là ont un besoin de comprendre, de dire, d'éclairer, d'échanger. Et ce dont on a effectivement besoin pour continuer à écrire cette histoire, c'est d'apporter un miroir, d'apporter des nuances. Et les histoires personnelles sont entrecoupées donc d'émotions, de silence, aussi de zones d'ombre. Et peut-être ces échanges-là permettent d'éclairer et de donner un miroir et donc de continuer à composer les histoires dans la grande histoire, et je pense qu'il y a un besoin pour ça. En tout cas, même la présence du public montre qu'il y a un désir, et ce n'est que le début. Voilà, et c'est ça qui a fait le succès du colloque, donc je vous en remercie encore. Merci beaucoup, Sarah Dekish. On peut vous applaudir. Je crois qu'avant d'arriver à la partie... Et je pense, si je peux ajouter aussi, et c'est ça aussi en tout cas qu'on a voulu mettre en avant et qui a aussi fonctionné, vous évoquiez effectivement le citoyen. Je pense que le fait de mettre ensemble la société civile, les citoyens, les gens aussi qu'il y a derrière cette histoire, avec justement les experts, les historiens, ça c'est très important, et aussi d'appuyer ça avec le politique. Le politique est important, le politique ne peut pas faire tout, et donc ce mélange des genres, ce mélange de discipline, ce mélange d'humain, d'être humain, je pense, est crucial. Merci. La passerelle est d'ailleurs toute trouvée, puisque à vos côtés se trouve la maire de Genève, Mme Frédéric Preyer, que j'invite à me rejoindre ici pour les mots au ciel de la ville de Genève. Merci.
Madame la présidente de l'association Djelbana, mesdames et messieurs les représentantes et représentants du monde politique, diplomatique, médiatique et universitaire, mesdames et messieurs, chers et chers amis, au nom des autorités de la ville de Genève, je tiens à vous adresser mes plus cordiales salutations et à vous remercier de m'avoir invité à être présente aujourd'hui pour nous souvenir ensemble de cette période troublée de la décolonisation et des accords d'Évian qui ont mis fin, il y a 60 ans, à la guerre entre la France et l'Algérie. Vous savez, mesdames et messieurs, à quel point la Suisse et Genève sont attachées à la recherche constante de la paix et au dialogue permanent entre les peuples. Or, les accords d'Évian restent aujourd'hui l'exemple le plus connu d'un cessez-le-feu obtenu avec l'aide de la Suisse qui, très rapidement, dans le cadre de sa politique de neutralité, avait offert ses bons offices pour participer activement à la résolution de ce conflit. Un conflit sanglant qui se déroulait depuis 1954 en Algérie avec son cortège d'attentats et d'atrocités commises par les belligérants. Il y a 60 ans, les accords d'Évian, qui conduiront à la proclamation de l'indépendance de l'Algérie, sera donc l'aboutissement indispensable d'un très long processus diplomatique et politique dans lequel la Suisse aura joué un rôle déterminant. Les diplomates suisses se sont en effet constamment efforcés de surmonter les obstacles à la reprise des pourparlers. Ils ont pour cela multiplié les entretiens avec de hauts responsables français et algériens. Et leurs efforts ont fini par aboutir avec les accords d'Évian, négociés entre le 7 et le 18 mars 1962, qui mettront fin officiellement à la guerre d'Algérie. Je voudrais rappeler ici que quelques années auparavant, en 1954, les accords de Genève avaient mis fin à la guerre entre la France et l'Indochine et avaient permis à la Suisse de revenir en force sur la scène internationale. Mais ce que j'aimerais pour ma part garder à l'esprit aujourd'hui, 60 ans après, ce n'est pas l'ampleur des actes odieux qui ont été commis pendant ce conflit dans un pays où vivaient pourtant côte à côte depuis des générations Français et Algériens. Ce que j'aimerais retenir, c'est le devoir de réconciliation qui est sans doute difficile et douloureux, mais qui est indispensable. Ce devoir de réconciliation, mesdames et messieurs, ne passe évidemment pas par l'oubli, mais par la reconnaissance de ce qui s'est passé et par la volonté de donner un nouveau souffle aux relations entre la France et l'Algérie. Comme le souligne l'association Djelbana qui est à l'origine de ce colloque et que je tiens à féliciter pour cette initiative, il faudra bien que les nouvelles générations puissent se réconcilier avec l'histoire dont elles ont hérité. Ce sera leur devoir, un devoir de paix, de tolérance et de respect. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ces paroles empreintes de sagesse et aussi de rappel à l'histoire sur le rôle de Genève sur la question des conflits et par rapport à la signature des accords d'Évian. Dans cette deuxième partie, nous allons maintenant nous interroger à de nouvelles passerelles possibles et le premier thème que j'aimerais aborder avec M. Hasni Abidi, c'est de reconnecter la discussion que nous avons eue et le thème des accords d'Évian. Et le thème des accords d'Évian avec les questions des relations internationales et notamment avec, au fond, l'espace méditerranéen. Vous avez travaillé, Hasni Abidi, notamment pour celles et ceux qui connaissent ce processus euro-méditerranéen lancé à Barcelone en 1995, puis relancé en 2002, qui a voulu effectivement réconcilier le bassin méditerranéen avec le projet d'intégration régionale qu'est l'Union européenne, mais aussi plus largement essayer d'utiliser au fond cette plateforme à l'intérieur du projet européen et d'améliorer ou d'apaiser les relations entre la France et l'Algérie. Alors aujourd'hui, ce travail que nous avons fait de façon très modeste, même si j'estime fondamental aujourd'hui, comment peut-il aussi s'inscrire dans une approche plus large sur les relations entre l'Algérie et la France d'un côté, mais aussi
entre l'Algérie et le bassin sud de la Méditerranée? Ben, écoutez, moi je pense que répondre à cette question, le public va me détester parce que c'est ennuyeux d'abord, et c'est long, et c'est une histoire officielle qui engage, c'est vrai, il y avait beaucoup d'espoir entre l'Algérie et l'Union européenne, mais il faut se rappeler peut-être quelques clés. La France se trouve, encore la France, à l'origine de toutes les initiatives euroméditerranéennes. Et je crois que cette citation qui dit que la France, elle te blesse et elle te soigne, elle trouve toute sa vérité. Parce que dès les années 60, la France était à l'origine d'une initiative formidable qui s'appelle le dialogue arabe, parce que la France, justement gaulliste, ne voulait pas laisser cette partie du monde. Après, bien sûr, on est allé à l'espace euro-méditerranéen, mais il y avait cet intérêt d'intégrer l'autre rive de la Méditerranée, mais même au-delà, dans une approche de coopération avec l'Europe, et la France, elle était à l'origine. Ensuite, toutes les autres initiatives, bien sûr, la politique méditerranéenne globale, la politique méditerranéenne rénovée pour arriver au processus de Barcelone 1995, qui était un grand espoir, puisque l'Europe et les pays sud-méditerranéens se réunissent pour la première fois, Israéliens et Palestiniens, après la conférence de Madrid. Et évidemment, dans cet ensemble-là, il y avait une approche française. Et je remercie Frédéric de cette question, parce que la France voulait en quelque sorte régler même son contentieux avec l'Algérie dans un ensemble plus global. C'est-à-dire que finalement, si ça n'avance pas sur le plan bilatéral, essayons plutôt un ensemble régional. Essayons de développer une relation pas seulement exclusive entre la France et l'Algérie, mais entre l'Algérie, les pays aussi sud-méditerranéens et les autres Européens. Vous connaissez un petit peu, malheureusement d'ailleurs, les péripéties de ce processus euro-méditerranéen avec l'Union pour la Méditerranée, lancée par l'ancien président Sarkozy, qui était un échec, puisque chaque président a voulu avoir sa propre initiative. On a terminé avec l'initiative du président Macron, le sommet des deux rives, mais on peut garder le processus de Barcelone qui est resté toujours en vigueur, ce qu'on appelle la politique européenne de voisinage et les accords d'association. Et il se trouve que l'Algérie, malheureusement, c'était un des États qui a signé sur le tard ça, donc les accords d'association en 2005, mis en œuvre en 2017. Donc parce qu'il y avait des dossiers très importants en discussion, mais disons que les accords d'association, c'est la colonne vertébrale entre l'Union européenne et les pays du Sud, évidemment avec l'Algérie. L'Algérie qui n'a jamais boudé, bien sûr, les accords d'association, ni le processus euro-méditerranéen. Et l'idée aussi derrière ce partenariat, c'est finalement enlever le monopole de la relation avec l'Algérie à la France. Mais l'intérêt est toujours le même. L'intérêt pour les pays du Sud, et notamment l'Algérie, et les Français, il faut qu'on soit conscient. Et je dis toujours qu'il est dans l'intérêt des Algériens d'avoir d'excellentes relations avec la France. Parce que, évidemment, on ne peut pas demander à l'Allemagne d'avoir le même intérêt pour les pays du Sud que la France. L'Irlande, elle est méditerranéenne, mais nous, en Suisse, on est beaucoup plus méditerranéen que l'Irlande. On est méditerranéen par le Rhône, on est méditerranéen par le nombre de communautés méditerranéennes, espagnoles, italiens, marocains, tunisiens qui vivent ici. Donc, on est aussi méditerranéen. Et cette approche-là, il est trop tôt pour la juger, cette approche d'intégration régionale. Évidemment, plusieurs éléments font que malheureusement le partenariat euro-méditerranéen n'avance pas. Il avance pour certains États et pas d'autres parce que c'est un partenariat qui est exigeant avec la condition, comme vous la connaissez, ce qu'on appelle l'exigence du Parlement européen, la conditionnalité avant de signer pour voir un peu sur la question des droits humains, sur la question de la bonne gouvernance. Mais c'est un dossier qui est ouvert et je pense que les Algériens, en tout cas l'Algérie, elle est sérieuse dans son engagement dans ce processus euro-méditerranéen qui bute bien sûr sur des agendas contradictoires de la part des pays européens et aussi qui bute aussi sur certaines difficultés du côté européen à aborder des questions des droits de l'homme, la question de la gouvernance, la question de la corruption, la question aussi, bien sûr, de l'ouverture du marché. Toutes ces questions sont toujours là. Et avec l'Algérie, on peut dire que l'Union européenne a un négociateur qui est difficile. Dernier point
qui est de ramener cette problématique-là à une observation. L'ensemble du continent européen est aujourd'hui touché par ce travail mémoriel, notamment sur la question de la colonisation. La Suisse elle-même, même si elle n'a pas eu de colonie, elle a beaucoup commercé avec des colonies. Et selon vous, Asni Abidi, est-ce que cette problématique européenne pourrait aussi servir de catalyseur dans le dialogue sur ce travail mémoriel entre la France et l'Algérie? Officiellement, donc, la question donc, relève de l'histoire ou de la mémoire, ne font pas partie de ce partenariat. Le paradigme de partenariat, c'est en fait, on traite les choses qui ne fâchent pas et on laisse les choses qui fâchent plus tard. Parce que le plus important, c'est d'avancer. Il se trouve que malheureusement, entre la France et l'Algérie, la mémoire et l'histoire, c'est les questions qui fâchent, qui fait tâche. Et Naoufel Mili, qui a fait un livre sur les relations franco-algériennes, il a dit « Les relations entre la France et l'Algérie, en secret, sont les meilleures, et quand il s'agit de public, elles sont détestables. » Et c'est pourquoi, à mon avis, il est dans l'intérêt de ce partenariat, dans la relation. L'avantage de l'économique, l'avantage du technique, c'est qu'il permet d'avancer, alors que les questions qui sont d'essence politique, la gouvernance, les droits de l'homme ou la question de la mémoire, c'est des questions, finalement, c'est des questions qui fâchent. Et c'est pourquoi je reviens à ma première observation. Quand le président Macron a fait sa déclaration sur la nature du système politique algérien ou sur la question, ou sur l'invention de la création de l'État algérien après la colonisation, ou sur, bien sûr, la mémoire comme une rente, il a fait une fausse route. Il a fait une fausse route pas parce que pour ses déclarations, mais parce qu'il est président de la République, il n'est pas commentateur, il n'est pas historien. Et il fallait laisser justement cette question-là de la nature du régime politique ou la question de la rente à des historiens. Ce n'est pas au président de la République. Et on a perdu 6 mois puisqu'il y avait une brouille importante, probablement la plus importante entre l'Algérie et la France, à cause justement de cette immixtion des politiques dans un dossier sensible, celui de l'histoire et celui de la mémoire. Donc l'approche, à mon avis, l'approche de partenariat, qui dès le départ est une approche finalement économique, c'est-à-dire comment peut-on faire intégrer, comment peut-on faire des liens, en tout cas qui dépassent la relation coloniale, elle doit rester, à mon avis, technique, mais il y a des sujets aussi qui sont discutés entre les Européens et les pays sud-méditerranéens, mais cette question-là, je pense qu'il vaut mieux plutôt traiter d'une manière différente parce qu'elle peut finalement provoquer un blocage qu'on le vit aujourd'hui. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Nicolas Bancel pour aborder une autre passerelle qui est de revenir sur les acteurs de ce travail mémoriel, qui est le fait essentiellement des acteurs de la recherche, l'université, des centres de recherche, avec lesquels aussi dialogue bien évidemment la société civile. Et on a vu les difficultés que d'autres historiens, durant ces 2 jours, ont évoquées, que ce soit Marc Pernoud, que ce soit Antoine Fleury ou François Valeton. Cette difficulté, au fond, m'amène à la remarque que je faisais tout à l'heure sur cette notion de citoyen-chercheur. Est-ce qu'à un moment donné, le rôle des universités, c'est pas aussi d'utiliser leur fonction comme un levier, disons le mot, un levier de pouvoir, pour effectivement faire pression auprès des autorités pour que ce travail mémoriel, critique et aussi universel d'accès à cette connaissance puisse favoriser et apaiser, au fond, les débats de société qui les traversent. On le voit en France, mais aussi en Suisse, autour de cette question. Alors c'est une question très difficile en fait, parce qu'on est toujours partagé entre la neutralité axiologique du chercheur qu'on cherche à atteindre sans jamais l'atteindre, et puis le désir sur des sujets tels que celui qui nous occupe aujourd'hui, d'avoir une action effectivement plus citoyenne, voire politique, pour faire évoluer les choses. Mais ça fait maintenant 25 ans que je travaille sur l'histoire coloniale. Mon sentiment, qui demanderait une plus ample analyse, c'est que les historiens ne peuvent pas grand-chose en vérité. Ils ne peuvent pas grand-chose parce que si on prend la question de l'histoire de la guerre d'Algérie, cette histoire de la guerre d'Algérie, je l'ai dit hier, elle est connue. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit creux dans les années 60 sur l'historiographie de l'Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie, mais enfin on va dire dès le milieu des années 70, on a eu une floraison de thèses, de travaux absolument passionnants. C'est la thèse de Meignet, par exemple, c'est les premiers travaux de Stora. Enfin, c'est toute cette génération qui va renouveler quand même considérablement l'histoire de l'Algérie coloniale et de la guerre d'Algérie. Est-ce que ça a produit des déclics
suffisant, par exemple, face à l'action de quelqu'un comme Stora, qui a toujours été engagé sur le plan citoyen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est fait descendre en flammes après son rapport. On l'a pas, je dirais, on l'a pas attaqué sur ses connaissances historiques ou sur ses conclusions, on l'a attaqué sur son positionnement, c'est-à-dire sur le fait qu'il proposait finalement un chemin qui, à partir des constats historiques qu'il dresse depuis 50 ans maintenant, pouvait mener à des formes, je ne sais pas comment dire, comme il le dit lui-même, pour reprendre ses mots, de réconciliation entre la France et l'Algérie. Donc, dès qu'on se situe sur ce terrain, évidemment, les chances sont grandes de mécontenter les uns et les autres. Ce que je veux dire quand j'estime que les historiens ne peuvent pas grand-chose, c'est bien dommage d'ailleurs, je le regrette beaucoup, parce que du coup, je me sens un peu inutile. C'est que j'ai l'impression que les grandes questions historiques sont portées en fait par des mouvements qui dépassent l'historien lui-même. Alors peut-être qu'il a l'initiative en quelque sorte de la mise au jour de la connaissance, mais si celles-ci ne sont pas portées par des mouvements sociaux, en tout cas par des forces sociales, je pense qu'il y a assez peu de chances que ça touche en quelque sorte le pouvoir politique et qui permettrait une patrimonialisation, par exemple, de l'histoire. Je vais prendre un seul exemple pour ça. L'histoire d'immigration. Très intéressant, l'histoire de l'immigration aussi. Sauf que évidemment, il y a toute une composante migratoire dans l'histoire coloniale, évidemment. Donc, je me suis aussi intéressé à cette question. Et l'histoire migratoire était totalement inconnue en France, non enseignée, absolument ignorée jusque très récemment encore. On n'avait pas de lieu de patrimonialisation de l'histoire de l'immigration. On en a un maintenant, c'est le Musée national d'histoire de l'immigration, mais qui a été très très controversé. Sarkozy n'a pas voulu l'inaugurer, il est encore sous-doté. C'est une espèce de musée qui n'est pas considéré encore comme on devrait considérer un musée national, mais enfin bon, il existe. Les débats sur l'histoire de l'immigration qui ont permis l'érection de ce musée, qui ont permis la promotion d'une histoire d'immigration dans les manuels scolaires, il n'est pas venu directement des historiens. Il est venu de mouvements dans la société civile qui tout d'un coup se sont manifestés comme porteurs d'une histoire particulière au sein du grand récit national français. C'est tous les mouvements du début des années 2000 qu'on a appelés des mouvements communautaristes, je ne porterai pas de jugement là-dessus, comme le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires, les indigènes de la République et d'autres mouvements qui ont pris le relais et qui ont imposé dans le débat public, finalement, cette question migratoire sous un autre jour que la figure qui était dressée jusque-là dans le monde politique. Donc vous voyez, je crois qu'il y a une conjonction, il y a une dynamique qui peut se produire à un moment donné, mais qui nous échappe à nous historiens. C'est le fait qu'on travaille sur des sujets et qu'à un moment, ces sujets, on s'en empare, que les forces sociales s'en emparent et les rendent nécessaires en quelque sorte dans le débat public. Je terminerai là-dessus, je vais être intarissable et on va m'en vouloir, mais juste 2 phrases. Sur l'histoire coloniale, justement, c'est extrêmement intéressant de voir qu'en Europe, il y a un renouveau considérable de l'histoire coloniale. Et pour des pays pour lesquels on n'aurait pas forcément parié sur ce renouveau, je pense par exemple à l'Allemagne. Très intéressant. L'Allemagne qui a perdu ses colonies, comme vous le savez, après la Première Guerre mondiale, ses colonies africaines. Et, chose qui est peu connue, qui avait les plus grandes ligues coloniales d'Europe avant la Première Guerre mondiale, mais qui a continué à entretenir, après cette Première Guerre mondiale, tout un imaginaire sur la colonisation et à maintenir ces ligues coloniales très puissantes dans la société. Eh bien, les Allemands ont pris récemment, il y a une quinzaine d'années, leur histoire coloniale à bras-le-corps, avec des perspectives qui font encore débat et qui sont parfois tout à fait intéressantes, quoique elles aient été évoquées déjà par Hannah Arendt. C'est par exemple l'expérimentation par les Allemands des massacres de masse et des génocides dans la généalogie, on va dire, de l'extrême droite allemande à la fin du 19e siècle et dans ce qui a pu produire une partie, on va dire, du nazisme. Donc, c'est le lien entre l'histoire de l'Allemagne contemporaine post-coloniale et son histoire coloniale qui est pris en fait comme un analyseur finalement
de ces situations postérieures. On le voit aussi en Belgique, donc je vais m'arrêter là, on le voit aussi en Belgique, on le voit aussi en Angleterre, on le voit en France, bien sûr. Il y a la question coloniale aujourd'hui est quand même très débattue, il y a quand même beaucoup de chercheurs, et on le voit en Suisse, très intéressant. Et pas seulement pour des raisons qui tiennent, je dirais, au commerce qu'ont effectué des Suisses ou des sociétés suisses dans les colonies, mais aussi parce que la Suisse a été touchée par toute cette idéologie coloniale, par tous ces systèmes de représentation qui ont circulé partout en Europe, non seulement dans les pays colonisateurs, mais aussi bien sûr en Suisse. Il y a une thèse qui s'appelle la Suisse coloniale qui démontre tout à fait ça. Et je trouve que ce débat, là aussi, eh bien, peut éclairer la Suisse. J'entendais hier qu'un des intervenants était content parce qu'en Suisse, il n'y avait pas de discrimination, alors qu'en France, il y en avait. Ben si, en Suisse, il y a des discriminations. Et si on ne se penche pas sur ce passé pour expliquer en quoi il est potentiellement productif de ce qui nous arrive, nous, aujourd'hui, en Suisse, eh bien, on fait fausse route. Donc, je trouve très intéressant aussi que ce renouvellement, ce nouvel intérêt pour l'histoire coloniale depuis la Suisse permette de se poser ces questions. Merci beaucoup. On a plusieurs historiens dans la salle, Marisa Foix, M. Pernoud, peut-être qu'ils voudront réagir tout à l'heure sur la question de l'engagement. En tout cas, je les invite très volontiers. Je passe maintenant la parole à Sarah Lecky sur une dernière passerelle, au fond, entre ce qui vient d'être dit et le rôle d'une association comme la vôtre, et qui touche, je dirais, aux enjeux liés à l'éducation. C'est un élément clé dans la façon de s'approprier les enjeux actuels, d'une part, mais aussi, surtout, les questions passées auxquelles souvent l'éducation a peu fait, elle peut laisser de place, que ce soit dans les manuels d'histoire, ça a été évoqué hier, ou alors dans le débat public. Et justement, dans les propositions que vous pourriez faire comme présidente d'une association, quelles seraient selon vous, je dirais, les priorités dans le domaine de l'éducation qui devraient permettre à favoriser ce travail mémoriel, de s'approprier cette part de l'histoire européenne et évidemment franco-algérienne? Quelles seraient vos propositions que vous pourriez faire au terme de ces 2 journées? C'est une bonne idée d'avoir des propositions. Je n'avais pas pensé à ça, mais on en fera. Non, Ça me rappelle la Falaise. Non, mais effectivement, et ça a été évoqué aussi tout au long du colloque, même dans les livres d'histoire, en tout cas en France, on apprend peu de choses sur la guerre d'Algérie, la relation entre la France et l'Algérie. Donc là, il y a certainement un très gros travail à faire. Et peut-être que ce qui peut aussi être fait, c'est justement les témoignages, amener les témoins, amener les récits aussi dans les écoles. On nous a d'ailleurs fait déjà cette proposition-là, en tout cas d'amener ce qui ressort de ce colloque-là dans les écoles, et ça, je pense que ça fait partie de l'éducation. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que plusieurs, justement, on parlait des jeunes algériens, et on a travaillé avec certains d'entre eux, notamment qui nous ont aussi épaulés pour ce projet-là, et qui nous disaient qu'ils étaient contents, en fait, que finalement des citoyens s'emparent de ce projet-là, et ça leur donnait envie aussi de comprendre l'histoire ou de la creuser, pour l'entendre d'une autre manière que ce qu'ils ont pu entendre ou non, justement, à l'école. Donc là, il y a certainement énormément de choses à faire, et ça peut passer dans la création de ponts entre les jeunes d'Algérie et les jeunes d'ici, alors qu'ils soient en Suisse ou en France ou les deux, de différentes façons. Il faudra y réfléchir, mais il y a certainement énormément de choses qui peuvent être faites dans les récits, et dans des récits qui sont accessibles aussi aux jeunes, à l'école, étudiants et au-delà. Merci beaucoup. Pour les 10 minutes qui nous restent, je vais vous rendre la parole à vous, public, qui avez suivi depuis 2 jours ces débats. Alors, peut-être, Monsieur Baudouis, après vous-même. Oui, Ça fonctionne. Ça sera juste une remarque impertinente que j'adresse notamment à Nicolas Bancel. Mais comment peut-on prendre au sérieux la constitution d'un musée de l'immigration qui se décide et qui se construit dans le musée de la colonie? Alors, je me permets de vous entendre 2 secondes parce que j'étais dans le comité de... Oui, alors, je vous donnerai l'article que j'ai écrit là-dessus. Ah oui, J'ai écrit un gros article. Mais là, vous savez que j'ai démissionné à cause de ça. Ah, ben, très bien, je suis Voilà. très heureux. Donc, Non, on est d'accord. On est d'accord. Mais ça, c'est quand même un problème de fond. Ah, mais c'est un problème de fond. Et on a aussi écrit un article, je vous le passerai aussi. Alors, ok, très bien, merci. C'est une vraie plateforme d'échange. Pardon, Frédéric, Oui. je peux juste, Oui, bien sûr. dans Je t'en l'interstice, prie. j'étais pas dans le, j'étais dans le compagnonnage avec Benjamin depuis plusieurs décennies, et
je me souviens très bien qu'au début du projet, il était question que la stèle qui est face au musée et qui se trouve dans le bois de Boulogne et qui rappelle l'épopée coloniale, pas simplement en Algérie, mais dans toutes les possessions françaises, soit détruite. Et c'est le maire de Paris, un socialiste, qui s'est opposé. Point de suspension. Ah, quand même. Oui. Un instant. On met le micro. Alors, bonjour. Et ma question sera destinée à Hasni. Par rapport aux relations justement entre l'Algérie et la France, je donne mon avis en cherchant votre avis auquel vous avez répondu peut-être partiellement par rapport à ma question. Est-ce que le président Macron, en étant président jeune, né après l'indépendance, n'a pas... en s'immisçant sur cette question mémorielle, ne s'est pas en quelque sorte trompé au lieu de jouer sur cette symbolique d'un président jeune et de sortir en quelque sorte les relations entre les deux pays, partir sur je dirais, des relations dépassionnées basées sur un partenariat économique ou sur les enjeux contemporains, ce qu'il n'a pas tout simplement, il ne s'est pas trompé sur cette, je dirais, affaire. Ce n'est pas la marque de fabrique du président Macron de dire que je me suis trompé. Donc je pense qu'il est dans une lancée que lui-même maîtrise ou il ne maîtrise pas. On peut noter tout de même qu'il y a un changement. Il y a un changement d'approche parce qu'au départ, ce n'était pas un débat franco-français, c'est-à-dire que c'était franco-algérien. Le président Macron s'est heurté à des obstacles importants, à la fois sur le plan interne, en France même, mais aussi avec le partenaire, avec l'Algérie. Et c'est pourquoi c'est digne de défense aujourd'hui de dire que d'abord, nous sommes en train de faire un travail plutôt franco-français, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas tributaire en quelque sorte de la réponse qui était une réponse un peu, plutôt la non-réponse de la part des autorités algériennes après la publication du rapport Benjamin Stora, que je vous rappelle, normalement on s'attendait à ce qu'il y ait un autre rapport dirigé par le conseiller de la présidence et le président des archives nationales, M. Chéry. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi cette volonté, cette obsession française, toujours de lier le politique à la question mémorielle. Et ça, c'est un problème, c'est-à-dire que quand on s'empare, je rejoins certaines critiques françaises, même certains historiens qui disent que c'est une erreur, justement, d'être derrière la constitution d'une commission historique sur la question mémorielle dirigée par Benjamin Stora. Mais en même temps, on sait, nous avons un historien qui a avoué, en tout cas, l'incapacité des historiens d'aller plus vite. Et en même temps, on sait qu'on est dans un État français jacobin. Il est très difficile, en tout cas, d'entamer ou d'imaginer même un travail de cette ampleur sans vraiment le soutien, sans vraiment, évidemment, l'encadrement même, je dirais même, sans avoir la lettre de mission signée par le président de la République pour pouvoir faire ce travail. C'est un véritable dilemme, c'est-à-dire où s'arrête le politique et commence la liberté des historiens. Mais il y a, à mon sens, une volonté. Je pense que le président Macron veut avancer. Il est sincère, je le pense, mais il est toujours important d'écouter tout le monde. Et Nicolas Ancel a parlé des critiques de Benjamin Stora parce qu'on a toujours peur d'être finalement un historien du service ou un historien de la cour. Et c'est très important de garder cette indépendance, cette autonomie de chercheur, même si on s'appelle Benjamin Stora. Je rappelle que, Hasni, en début de colloque, tu avais présenté M. Pernoud comme notre historien officiel. Donc, fais attention. La Suisse n'a pas été un État colonialiste, donc voilà. Il ne peut pas vraiment... C'est pas la même chose. Ouais. Mais pour revenir au point que vous venez d'évoquer l'un comme l'autre, est-ce qu'il n'y a finalement pas un paradoxe? On voit une politisation du travail mémoriel de la part de l'État français, mais aussi une difficulté d'inscrire sur l'agenda politique ce travail-là et de l'ouvrir le plus possible. L'accès aux archives, la constitution effectivement de certaines commissions. Est-ce que là, il n'y a pas au fond une ambivalence ou une forme de schizophrénie à vouloir contrôler ce processus en le politisant, mais de l'autre côté, de ne pas laisser ce travail se faire dans l'espace public? C'est une question difficile. Le rapport de Benjamin Stora se termine par des recommandations. Le président français n'a pas choisi toutes les recommandations. Il avait une lecture sélective
de certaines recommandations, c'est-à-dire des recommandations pour lui qui sont praticables ou qui ont en tout cas moins d'incidence sur son agenda. Il faut rappeler que nous sommes dans un enjeu électoral, politique, électrique. Et c'est pourquoi il y a un peu l'usage et la crainte justifie toujours d'une utilisation politique de ces recommandations qui sont foncièrement historiques. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres Moi, questions? Oui, toute bonne charité commence par soi-même. absolument. Donc, moi, j'avais une question. On va sortir un peu du discours, du débat d'historien, puisqu'on parle de passerelle. Ma maman, elle a fait la guerre. Elle m'a toujours dit, en fait, ce qui est dur avec cette guerre, c'est que, en fait, il n'y a pas de futur. Et j'ai l'impression que on parle d'histoire, de mémoire, et on n'arrive pas à passer ce travail de mémoire parce qu'il n'y a pas de futur. Et quel est le futur de l'État ou de la société algérienne s'il est absent? Comment on peut faire ce travail de mémoire? C'est ma question. Je vous remercie, c'était ma question conclusive. Donc on la pose à l'ensemble des 3 panélistes. Oula, s'il vous moi plaît. je ne peux pas répondre à ça. C'est une question très, très compliquée. Peut-être juste avant de vous répondre, je voudrais dire, enfin, à la suite de ce qu'a dit Hasni, je crois que c'est vraiment un dilemme parce que le travail, moi je trouve le travail de Benjamin Stora vraiment intéressant. C'est un travail très complet, pédagogique, documenté, mais en même temps il se situe à une intersection. C'est-à-dire il fait un travail d'historien qui a des visées politiques. Et ça infléchit toujours d'une certaine manière l'analyse qu'on peut produire aussi sur les événements. Les historiens, je pense, dans ce qu'ils doivent mettre à jour, c'est l'histoire, tout simplement, dans sa complexité. Pour ce qui est de la guerre d'Algérie, ça veut dire d'aller jusqu'au bout aussi de ce que de la complexité de la guerre d'Algérie. J'en ai un petit peu parlé hier, mais ça signifie aussi parler des crimes du FLN, sans mettre évidemment en question la légitimité de la révolution nationale. Mais il faut aller au bout, je dirais, de cette analyse de la diversité des composantes de la société coloniale, blanche, enfin européenne, de la diversité de la composition de la société algérienne, entre guillemets, indigène. Et ça, c'est le travail des historiens. Après, ce qu'en font les politiques, je dirais que c'est autre chose. Et peut-être que d'une certaine manière, dans l'idéal, ça ne devrait plus nous concerner. Mais on est quand même évidemment très concernés. Alors, pour répondre à votre question, est-ce qu'il y a un futur à la guerre d'Algérie? Ou est-ce qu'il y a un futur après la guerre d'Algérie? C'est très complexe parce qu'on voit bien que l'idée de dépasser une période traumatique pour regarder vers l'avenir, bon, ce n'est pas une idée neuve. On l'a fait pour beaucoup d'événements. On a parlé tout à l'heure de l'Afrique du Sud. On pourrait parler du nazisme. Les Allemands ont fait un travail aussi extraordinaire sur le nazisme, on ne peut pas le nier. Alors, est-ce qu'il y a un avenir après la guerre d'Algérie et son anamnèse? Oui, je le pense. Je le pense parce qu'il y a des enjeux considérables, en fait, mais qui sont contradictoires. Je n'ai pas le temps de développer. Mais 2 choses. Sur l'Algérie, me semble-t-il, on peut se demander si le pouvoir algérien a un intérêt à cette anamnèse. C'est une vraie question. Est-ce qu'il a un intérêt dans la mesure où, comme on l'a tous répété, il utilise aussi la guerre d'Algérie comme un moyen de légitimation de la poursuite de son propre pouvoir et de sa propre trajectoire historique, là où effectivement, pour une grande partie de la société algérienne, mais sans doute vous la connaissez mieux que moi, et que j'y aille assez souvent, pour une grande partie de la société algérienne, justement, la poursuite de cette trajectoire historique du FLN signifie justement un horizon totalement bouché. Et peut-être que cette anamnèse permettrait le déblocage, je dirais, de cette configuration. Pour la France, il y a beaucoup d'autres enjeux. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les détails, mais on l'a rappelé, il y a 7 millions de personnes en France qui ont un lien direct ou indirect avec l'Algérie. Donc 7 millions de personnes qui sont soit directement liées à l'histoire de l'Algérie coloniale, soit qui, par des transmissions intergénérationnelles, soit par des reconstructions mémorielles, sont liées à l'Algérie charnellement. Donc l'enjeu, il est considérable aussi, évidemment. Et le point aveugle, je pense, de toutes les résistances aujourd'hui sur une anamnèse sur la guerre d'Algérie, c'est la question migratoire. C'est à quoi pense-t-on quand on parle de la question migratoire? On pense aux Noirs et aux Arabes. Je vais être très direct et très franc. Et on pense, bien sûr, à la guerre d'Algérie. Toute l'extrême droite s'est construite sur l'idée qu'on ne perdrait pas une deuxième fois la guerre d'Algérie.
Et on en est là aujourd'hui, hein. Il suffit d'écouter Éric Zemmour, c'est parfaitement clair. Donc les enjeux d'un côté et de l'autre sont considérables. J'espère qu'on pourra avancer. La guerre d'indépendance ou la guerre d'Algérie est un élément constituant de la mémoire individuelle et de la mémoire collective. C'est-à-dire que c'est une séquence importante dans l'histoire d'une nation. Une nation, elle ne peut pas se dérober de son propre histoire. Maintenant, il y a un pari à faire sur ce qu'on appelle la distance, c'est-à-dire avec le temps, il y a une distance qui va se faire avec la temporalité historique, et évidemment le regard va changer. Mais être apaisé avec son propre histoire, être apaisé avec sa propre identité, c'est aussi une étape nécessaire, en quelque sorte, pour la reconstruction individuelle et la reconstruction de toute la collectivité. Et justement, le travail des historiens, et probablement aussi ce qu'on essaie de faire à travers ce colloque, c'est qu'on essaie, en quelque sorte, de mettre à jour nos regards, de échanger, de croiser nos échanges pour finalement avancer sur cette lancée-là, sans renier l'histoire et sans vouloir aussi adopter une mémoire la même, commune, propre à tous. Mais je crois que oui, l'histoire, elle va continuer, mais elle ne va pas continuer de la même façon, parce que nous avons besoin de cette histoire qui, à un moment donné, marqué toute une génération et elle le marquera encore. Merci Hasni. Sarah Dekich pour... Non, on va s'arrêter là, même si je vais vous redonner la parole, Sarah, dans un instant, pour le dernier moment de cet événement où chacun des représentants, vous représentez aussi des institutions, disent quelques mots par rapport à cela. Pour ma part, je vais clore ici cette session en disant que ces 2 jours ont été particulièrement riches. Nous avons commémoré, nous avons exploré, nous avons partagé, nous sommes confrontés à ces identités fragmentées. J'espère qu'on en sort aussi un peu grandi par des expériences personnelles et aussi par les réflexions, comme vous l'avez compris, sont un long processus. Ils se poursuivent par le travail de nos scientifiques, par le travail aussi des citoyens engagés, et puis aussi, et on ne le répétera jamais assez, la valeur du témoignage qui est celui de personnes impliquées dans cette période difficile de l'histoire entre la France et l'Algérie. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation, votre présence durant ces 2 journées et vos questions qui ont enrichi aussi le débat. Je passe tout de suite la parole à Sarah Dekich pour l'association Djebalna. Non, merci à vous. Avant de clore et de laisser le mot de la fin à nos partenaires académiques, j'avais juste quelques points pratiques. Donc pour vous rappeler qu'on a une exposition photo au Parc des Bastions qui également fait partie de l'événement. Donc si vous avez un peu le temps, allez-y. Je crois que c'est à peu près à 10 minutes à pied d'ici. Allez la découvrir. On aura également le 7 avril la diffusion d'un film à la Cinémathèque suisse de Lausanne, un documentaire réalisé il y a 10 ans dont certains des protagonistes sont aussi dans la salle. Donc le 7 avril à Lausanne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir les sites internet de Notre Histoire, qui a mis en avant un certain nombre d'archives à l'occasion de cet événement également, à l'occasion du 60e anniversaire, ainsi que sur le site d'Histoire vivante de la RTS, qui a consacré toute une semaine d'émissions au sujet. Ça, c'est pour tout de suite. Et autrement, avant de vous laisser partir et peut-être avant de laisser la parole à mes collègues, de vous dire merci. Merci à tous les intervenants, merci à tous les modérateurs, merci au Global Studies Institute de l'Université de Genève, merci à l'Institut d'études politiques de l'Université de Lausanne. Je vous laisse peut-être la parole maintenant avant de continuer avec mes remerciements, vous qui étiez les 2 partenaires académiques. Je finis mon truc, vous faites à la fin? Ok. Je voulais aussi remercier Olivier et son équipe qui sont derrière, qui ont assuré pendant 2 jours le son et l'image. Merci infiniment. Y compris le live stream, puisqu'on est rediffusé en direct. Il y a des gens qui nous écoutent derrière leur écran. Merci également à eux. Et merci d'avoir rendu cela possible. Merci enfin à l'équipe, évidemment. Et je vais leur demander peut-être de me rejoindre pour pas que je sois toute seule ici, avec Leila Clouche, avec qui donc tout a commencé il y a un peu moins d'1 an. Ramzi Bouzerda, Damien Contamin qui était là tout à l'heure, qui a dû repartir, Bilal, Elisabeth, ma maman,
Jeanne et Maëva du Global Studies Institute de l'Université de Genève. Ouais, vous venez aussi. Mounir Bellal, qui n'est pas là aujourd'hui. Voilà, événement dont effectivement l'association Djelbana est à l'origine, association qu'on a fondée il n'y a même pas un an. Alors peut-être sur Djelbana en quelques mots, et je dois dire que c'est Leïla qui a eu l'idée du terme. Donc pour ceux qui parlent arabe, vous aurez peut-être compris que Djelbana veut dire petit pois. Effectivement, des petits pois pour symboliser que en fait on est tous différents mais similaires, appartenant à la même coque. Et puis c'est peut-être aussi ça qu'on a voulu mettre en avant, c'est ce genre de dialogue et de rencontre qu'on veut continuer. Donc merci de nous avoir soutenus. Effectivement, il fallait peut-être être un petit peu, quel est le terme que tu as utilisé tout à l'heure, audacieux. Et merci d'avoir suivi cette audace. Vous nous avez fait confiance. Merci particulièrement à Asni qui nous a épaulés presque jour et nuit, qui a été là pour nous aider. Donc merci beaucoup à Asni, merci à vous partenaires. Et tout cela n'aurait pas été possible sans les autres organisations qui nous ont soutenus. Donc également, je vais les nommer quand même, en plus donc, des deux partenaires académiques, également le Fonds général de l'Université de Lausanne, la Société académique vaudoise, les librairies Payot qui sont à l'extérieur et donc qui mettent à disposition des ouvrages, allez-y, la Fondation Yann Michalski, l'Alliance française de Genève, spécifiquement pour la table ronde des écrivains, la Fondation Hirzel, la Cinémathèque de Suisse de Lausanne, le Bureau lausannois pour l'intégration de la ville de Lausanne et plus spécifiquement pour l'exposition photo, le Centre de la photographie de Genève, la ville de Lausanne, la ville de Genève, pardon, et la loterie romande. Voilà, je les ai tous nommés. Merci à tous et merci à vous aussi d'être venus si nombreux. Merci encore. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas du tout féru des discours. Non, simplement d'abord pour féliciter l'association et Sarah et son équipe qui ont fait un boulot formidable. Formidable, l'organisation était top, vous l'avez tous constaté. Le public était au rendez-vous, même un dimanche après-midi dans une université quasiment fermée. Donc bravo, parce que ça demandait quand même un jour de beau temps, ça demandait un certain courage. J'ai vu la place qui était remplie et ici, il y avait quand même beaucoup de monde. Je ne vais pas parler beaucoup parce que je n'ai rien fait pour vous dire les choses véritablement. Peut-être quelques discussions avec Sarah par mail pour éventuellement voir quelques éléments du programme, mais c'est à peu près tout. Donc, ce colloque, je n'y suis pour rien. L'IEP n'y est pour rien, si ce n'est que nous avons participé et nous en sommes très heureux. Merci. Quand Sarah est venue me voir à l'Institut européen, non, c'est fini, l'Institut européen, au Global Studies Institute, Université de Genève, en me disant, voilà mon projet, je lui ai dit, vous êtes combien? Elle m'a dit, on est 2. Donc, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur, mais j'ai tout de suite adopté son projet. Je l'ai présenté à Nicolas Louvrat, que je remercie beaucoup, directeur de l'Institut, qui a accepté non seulement l'idée donc de parrainage académique, de porter ce projet sur le plan académique, mais aussi de le cofinancer. Je remercie énormément Frédéric Esposito qui nous a accompagnés aussi, qui est présent dès le début et qui n'a jamais douté, même si vous savez que le doute fait partie de la vie, comme dit le Razali. Le doute méthodique est mieux que le doute doctrinal. Et il faut douter toujours. L'incertitude, elle nous fait avancer. Et donc, c'est vrai, ce projet était animé par un doute permanent. Pourquoi j'ai accepté? J'ai accepté peut-être pour 2 éléments. Le premier élément, c'est déjà, quand j'ai entendu les accords d'Évian, d'abord, je suis fier d'appartenir à ce pays, à la Suisse. Je suis fier aussi de mon algérianité, parce que petit, j'ai toujours entendu parler donc d'historiens, de diplomates, mais Mohamed Harbi a marqué ma jeunesse, un grand historien qui a été présent à Évian, qui a négocié. Mohamed Sadr Ben Yahya, un ministre des Affaires étrangères brillantissime, qui est mort malheureusement lors d'un accident d'aviation. Tayyib Boulharouf, le père de Jalil Boulharouf, et d'autres, Ahmed Francis, d'autres éléments qui, pour moi, quand j'étais jeune, j'ai dit, ces hommes ont négocié le cessez-le-feu. Certains éléments de GPRA qui étaient à Genève n'avaient pas d'argent pour payer leur chambre d'hôtel. Les gens ne le savent pas. Ils dormaient à 4, à 5 parfois. Et j'ai accepté parce que je voulais faire
rendre hommage en quelque sorte à ces hommes parce que leur parcours est très important. Et aussi parce qu'à l'université, j'ai toujours été attiré par la négociation. À un moment donné, l'Algérie avait décidé de négocier, avait décidé de dire que oui, on a cette volonté de construire une paix. Du côté français, Guy Mollet, déjà en 1955, il dit il faut trouver les moyens pour mettre fin à cette guerre imbécile. Donc des deux côtés, il y avait une approche de paix, de construire une autre relation entre le peuple français et le peuple algérien. J'ai accepté parce que je tiens à cette approche de négociation et que la solution militaire, ce n'est pas une solution. Et qu'à un moment donné, il faut arriver à la paix. On fait la paix avec son ennemi, pas avec son partenaire. Et j'ai dit oui parce que les accords d'Évian, par cette guerre de libération aussi, c'est une leçon de vie. Quand je vois Niels Anderson, quand je vois son parcours, quand je vois le parcours d'André Gazu, quand j'entends parler de Cournal, l'imprimeur, de Yverdon, de Jean Mérat, des personnes qui viennent finalement de villages perdus, mais qui étaient animés par un esprit, par un bon sens, par un universalisme hors pair. Quand je vois Gilles Petitpierre, je pense à Max Petitpierre, les gens disaient qu'il lisait tout le temps le livre La question d'Henri Allègre, et qui a dit c'est pas grave, même si les Français vont exercer des pressions sur la Suisse, mais je vais continuer dans cette obsession de négociation. Ce sont des deux éléments qui m'ont convaincu, en tout cas, de la nécessité de faire quelque chose à l'université avec une association qui vient de la société civile. Et je crois à la société civile. La société civile doit s'emparer du sujet les plus importants et les plus critiques, même la question de la mémoire et la question d'histoire. J'aimerais remercier encore une fois ici mes collègues de Global Studies. Je remercie aussi Jeanne et Maëva, deux étudiantes qui nous ont accompagnés durant tout ce projet, qui sont étudiantes dans le Bari, dirigées par Frédéric Esposito, parce que je pense que cette idée qu'on a à l'Université de Genève, et c'est vrai que Frédéric l'a développé, ce lien, ce qu'on appelle l'université, doit être dans la cité, elle doit être au service. Nicolas Bancel parlait de l'historien qui arrive à ses limites. Je pense qu'un historien, il est content, c'est quand son travail est lu, quand il est cité, quand il est référencé, ou quand un homme politique, il suit à l'appel, lui dit, voilà, ça m'intéresse. Nous espérons justement que ce travail collectif, que ce colloque participe un peu dans une meilleure compréhension et participera aussi dans une volonté de regarder l'histoire autrement pour construire probablement une nouvelle page, mais encore une fois, basée sur cette obsession de paix qui a animé Petitpierre, qui a animé aussi Niels Anderson, André Gazu, Tayeb El-Harouf et d'autres qui sont plus dans ce monde-là, parce que malgré la force du canon, ils ont cru que la paix était possible malgré toutes les menaces. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je crois que Leïla, tu voulais dire quelque chose ou pas? Et après, on vous libère. Oui, quand Sarah est arrivée avec cette idée de colloque il y a exactement une année, je crois que c'était en mars, je me suis dit, ah ben chouette, on va avoir l'occasion de rencontrer des gens qui partagent notre histoire. Et c'est vrai qu'en Suisse, moi, je me suis toujours sentie seule par rapport à cette histoire. Et en Algérie, je me suis toujours sentie seule par rapport à ma peut-être binationalité ou ce rapport à cette histoire-là. Et donc, on partageait avec Sarah une forme d'intranquillité ou une forme voilà, il y avait quelque chose qui nous a réunis. Et là, j'ai eu, lors de ce colloque, ces 2 jours, beaucoup plus que ce que j'avais espéré, c'est-à-dire beaucoup plus que cette rencontre et ce partage. J'espérais aussi apprendre des choses et j'en ai apprises. Mais j'ai surtout vu, en fait, comme en projection, les fragments de cette histoire, les fragments dissociés de ma douleur. Je les ai vus dans vos témoignages et dans la réunion de toutes ces personnalités, et c'était extrêmement touchant. Et la dernière, j'étais particulièrement touchée par la table ronde la session des écrivaines, et je garde cette image incroyable. M.
M. Ferrandez, qui parle de ces photographes ou dessinateurs embedded avec les militaires. Et ensuite, on a l'image du film de Dorothée, où on est nous-mêmes embarqués dans ce camion avec le témoignage de cette personne qui est extrêmement douloureux. Donc nous-mêmes, nous sommes embarqués avec lui. Et ensuite, la phrase terrible et en même temps que je retiens en conclusion de Dalila Kershouch qui dit « Regarde Dalila, alors je regarde ». Et c'est vraiment ça que je retiens de ce colloque, c'est qu'on a été embarqués et on nous a dit « Regarde, alors je regarde ». Merci beaucoup. Merci à tous, bonne soirée. Pour ceux qui veulent rester, on reste là un petit peu. Et bon retour chez vous. Merci beaucoup.